Sa voix reste inoubliable et Christophe Comte est un passionné de musique. Évidemment, que ce soit France Inter, à Libé, partout, évidemment, Christophe, si vous le dites. La musique, c'est une passion, évidemment, et ça, ce qu'on va entendre, cette voix-là, c'est une passion pour toujours. C'est Alain Bachung, on va parler de lui, écoutez. Je fais mon footing au milieu des algues et des coraux, et je fais mes pompes sur les restes d'un vieux cargo. Je dis bonjour. Et oui, c'est évidemment Bachung, c'est Gabi. Gabi, là, c'est le triomphe d'un artiste incroyable qui a tellement galéré avant. Et vous le racontez dans ce bouquin publié aux éditions Segers, en studio, avec Bachung. C'est un livre illustré, il y a plein de choses. Un hommage, on en avait vraiment besoin. Dire salut l'artiste quand même. Oui, et puis peut-être qu'on avait besoin de savoir comment se construisait un artiste comme Bachung, parce qu'au-delà des albums, je pense que ce livre explique un peu comment on construit un personnage comme Bachung, que les gens connaissent, mais là on entend Gabi, c'est 1980, et Bachung a commencé 15 ans plus tôt, en 66. Donc il y a une construction, et Gabi, quelque part, c'est à la fois l'aboutissement de cette construction et le début de la destruction. Et ce qui est assez étrange chez lui, et ce qui est assez séduisant, c'est qu'il a cherché à avoir un succès finalement, et quand il l'a eu, il a vraiment pris une sorte de plaisir un peu masochiste à le détruire. Ouais. Il y a un très, mystère, très vite. au fond, il y a quelque part un mystère Bachung. Alors, vous le disiez, hein, Christophe, il faut remonter au début. Tiens, on a un document, peut-être, je crois que c'est le premier 45 tours. Pourquoi rêvez-vous des États-Unis? On va entendre la voix, à ce moment-là, c'est Bachung avec SCH. Son vrai nom, ouais. Son vrai nom, hein. Ouais. Ce qu'on va entendre là, c'est vraiment, c'est quoi? C'est un gamin encore? Oui, c'est un gamin qui a grandi comme beaucoup de ces gamins-là avec le fantasme du rock des origines, hein, des années 50, issu d'un milieu modeste et qui a envie de s'en sortir par la musique. Et qui arrive, grâce à sa dégaine, sa voix et tout ça, à quand même enregistrer un disque, un 45 tours chez Barclay à l'époque, enfin au tout début, chez Philips je crois, avec une chanson assez naïve, qu'on peut prendre soit comme très naïve, soit comme vraiment déjà très ironique. Ouais. En gros, pourquoi vous nous bassinez avec Frank Sinatra alors qu'on a Louis de Funès? C'est ce qu'il dit dans la chanson. Écoutez, on va l'entendre, Bachung, à ses débuts. Premier 45 tours. Nos agences immobilières, les patrons sûrement bientôt. Nos pompes plastiques sont galantes, pas vos fusils à lunettes. Vos voitures sont très puissantes, pas autant que la vignette. Alors, je peux dire qu'il se cherche, là, il débute. Oui, mais alors, ce 45 tours a quand même une particularité, c'est qu'il a écrit paroles et musique, ce qui sera plus du tout le cas par la suite, où il laissera... Il va découvrir qu'il vaut mieux faire ça par d'autres. Hein. Voilà, alors il continue à écrire la musique, les paroles, il va quand même déléguer un peu plus. Ouais, on va entendre Je vous crois, tiens, encore un morceau des tout débuts, parce qu'il se cherche, il change de look, à un moment, il a la barbe, il est... Il se calquait un peu sur des modèles quand il a une barbe et les cheveux longs, c'est Cat Stevens. D'ailleurs, il reprend une chanson de Cat Stevens. Et à d'autres moments, c'est un crooner vraiment de variété, comme à l'époque Mike Grant. Il y a vraiment ces périodes-là, mais à 6 mois de différence. Quoi. Ouais, il passe dans les émissions de Guy Lux, d'ailleurs. Il vient dans les émissions de variété. Il essaye de s'incruster partout, mais ce qui l'intéresse, c'est de faire du rock, de la country ou du blues, enfin les musiques qu'ils ont construites. Mais le problème, c'est qu'en France, il doit s'adapter à des langages musicaux qui sont pas forcément ceux qu'il apprécie, mais voilà, on sent quand même qu'il a une volonté. On l'entend, écoutez d'ailleurs, cette volonté-là. C'est pas si mal. Ah là, la voix qui chevrotte, on dirait un peu Clo-Clo, là. Hein. Clo-Clo et Johnny. Clo-Clo, entre Clo-Clo et Johnny. Il va vivre avec le chanteur Christophe à un moment donné. Vivre, je sais pas ce que vivre au domicile. Non, ils se fréquentent un peu aux éditions Labrador, où ils sont tous les deux un peu dans le creux de la vague. Enfin, Christophe est dans le creux de la vague, Alain est dans la vague, enfin dans le creux, mais depuis toujours. Et donc ils se retrouvent, et ils sont un peu excentriques tous les deux dans la chanson française. Ce sont deux personnages. L'un a eu beaucoup de succès, il en a moins, l'autre n'a jamais eu de succès, et tous les deux ils arrivent à se parler parce que finalement ils ont les mêmes racines, ils ont à la fois les mêmes
racines sociales et puis aussi musicales. Donc forcément, entre eux, il y a quelque chose qui va très bien fonctionner. D'ailleurs, après, bien plus tard, ils vont échanger d'une certaine manière leurs chansons, puisque Christophe va reprendre Alcaline, qui était presque un hommage à Aline à l'origine, écrit par Boris Bergman, et puis Bashung va reprendre Les mots bleus. Donc il y a une sorte de connivence entre eux qui va durer longtemps. Il y a ni le ciel ni l'enfer, encore un titre des débuts de Bashung. On va chercher parce que j'adore ça, c'est écouter, savoir qu'avant d'être Gabi au Gabi, on va rien entendre après, il a galéré, il en a voulu, il voulait vraiment être chanteur, c'était son rêve à ce garçon-là. D'ailleurs, j'ai une petite info exclusive pour vous, c'est que cette année vont sortir tous ces 45 tours. Les premiers et un double CD qui va sortir, on va pouvoir écouter les 40 chansons que Bashung a enregistrées avant Gabi. Ouais. Mais il était comment? Il était timide, Pourquoi il voulait à tout prix comme ça? Il voulait chercher quoi? Il cherchait la gloire? Il avait un message? Je pense pas qu'il cherchait la gloire, je pense qu'il savait déjà pas quoi faire d'autre. Il faisait de la musique. Il a écrit aussi 40 chansons pour d'autres interprètes, pas bien plus glorieuses, elles n'ont pas mieux marché, mais il en voulait vraiment. Il était dans le milieu de la musique, c'est-à-dire qu'il était chez des éditeurs, il avait un label, plusieurs labels, mais ça voulait pas, quoi. Il y a ce côté, quand ça veut pas, et lui, ça a duré très longtemps, mais il s'est accroché, contrairement à d'autres qui ont vraiment lâché la rampe au bout d'un moment. Lui est resté, et par miracle, au bout de plusieurs rencontres, et ça a commencé vraiment pour lui à être sérieux à partir de 77 avec un premier album, ce qui était quand même 10 ans après les premiers 45 tours, et puis 2 ans plus tard un album qui marchait pas très bien, mais on lui donne une dernière chance de faire un 45 tours avec un peu de budget, et ce 45 tours ça va être Gabi. Donc là d'un coup il va passer de l'anonymat à une sorte de vedettariat complètement incroyable. On va réentendre Gabi. Alors c'est la rencontre avec Boris Bergman, donc c'est fondamental pour Bashung. C'est à ce moment-là, parce que même les 2 albums ça marche pas. Oui, non, mais il y avait quelque chose entre eux qui, à un moment, c'est vraiment comme c'est dit dans la chanson, quoi. C'est un pétard qui attend plus qu'une allumette. Et les deux se sont retrouvés, ils ont pas mal tâtonné, et à un moment, ça explose grâce à ça, Le pétard qui attendait plus qu'une allumette, c'est devenu mythique. Les paroles de cette chanson sont devenues mythiques, hein. C'est un truc de fou. Parce qu'on comprend rien, mais on comprend tout, quoi. C'est ça qui est assez génial. Boris Bergman s'est dit, ça y est, là, on tient un truc, ça va changer. C'était la dernière chance, sinon il changeait, il arrêtait tout. Après ça devenait compliqué pour lui. Là, ça va être le succès. Tiens, on va entendre Je croise aux Hébrides. C'est, alors là, la collaboration avec Gainsbourg. Il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'il devient culte. Oui, parce que Gainsbourg, alors à ce moment-là, il était fâché avec Bergman. Après avoir fait 2 albums avec Bergman, il est fâché avec lui. Et il cherche un parolier. Et à un moment, il a cette idée un peu saugrenue de faire appel à Gainsbourg, qui est son héros absolu. Et Gainsbourg a un trou dans son agenda, figurez-vous, parce que Patrick Devers devait jouer dans un film que devait tourner Gainsbourg, qui s'appelle Équateur. Et à cause du suicide de Patrick Devers, le planning du film est décalé, et Gainsbourg a le temps de faire en 81, vers cette époque-là, de faire tout cet album avec Bashung, où il écrit que les textes. Il n'y a pas du tout de musique de Gainsbourg. C'est vraiment les textes de Gainsbourg sur la musique de Bashung et de son groupe de l'époque. Ça donne ça, écoutez. Il y a une créativité, une inventivité avant-gardiste. Alors c'est vrai qu'avec Gainsbourg, il s'entend bien aussi pour, on va dire, une forme aussi d'autodestruction. Il y a une admiration réciproque. Il va reprendre L'homme à tête de chou plus tard. Oui, tout à fait. Il y a une vraie fascination, et en même temps, il découvre que Gainsbourg est aussi dans une période compliquée. Il vient de se séparer de Jane Birkin. Il est quand même, mais il a du succès grâce à ses albums de reggae.
Donc il est assez détendu, mais à l'intérieur il est assez brisé. Et ensemble ils vont se retrouver. Alors évidemment les deux se retrouvent à picoler comme des fous pour écrire ces textes. Et l'un et l'autre vont quand même avoir les conséquences assez lourdes de la campagne de ce disque, puisque Alain après ça va faire une dépression carabinée. Est devenu alcoolique vraiment sévèrement et se retrouve en plus avec un album pas du tout vendeur, un échec commercial assez douloureux, alors qu'il vient de faire deux albums, enfin 2 tubes énormes. Et là, on comprend qu'avec Bashung, ce sera jamais simple. C'est-à-dire que ce type, qui va toujours rebondir grâce à des tubes, va toujours faire en sorte après de casser le jouet. Oui. Et c'est assez étrange, et c'était ce qui était assez passionnant à analyser, c'est comment ce type arrivait à chaque fois à s'aborder le truc qu'il avait mis autant de temps à construire. C'est fou. Et là, c'est un sabordage qui est assez flamboyant, puisque c'est avec Gainsbourg, donc les deux ensemble qui arrivent à faire un disque vraiment anti-commercial, invendable, un disque, comme vous l'avez dit, vraiment d'avant-garde, en prise avec la New Wave, la Cold Wave, voire la musique industrielle anglaise, donc à ce moment-là, et c'est plus du tout les racines de blues ou de country, c'est quelque chose de beaucoup plus dur, beaucoup plus urbain, et malgré ça, Bashung arrive à faire un disque qui, 20, 30, 40 ans après, va devenir vraiment, pour le coup, un des disques cultes de la chanson française. Donc, quelque part, il y a aussi, il voit l'avenir assez vite, quoi. On va entendre Bombay. C'est vrai que il est jamais là où on l'attend. Quelque part, au fond, effectivement, il va sortir de temps en temps. Il y a quand même des morceaux qui marquent les esprits. Ouais. Mais il est dans une recherche permanente comme ça. Ouais. Il y a un faux semblant avec Bashung, c'est que tous les Français quasiment connaissent Ma petite entreprise, connaissent évidemment Gaby, connaissent La Nuit Je Mens, connaissent Osée Joséphine. Mais tout ça, ce sont des morceaux dispersés dans une carrière qui est quand même très très longue, où on peut quand même observer qu'une fois sur 2, voire sur 3, ou 2 fois sur 3, ça ne marche pas du tout. Alors aujourd'hui, on en a une autre image, mais c'est vrai qu'à l'époque, ils vendaient assez peu de disques, et parfois c'était logique, puisque ces disques étaient, comme on dit, un peu invendables. Mais en même temps, ils souffraient de ça. Il souffrait, oui. À un moment donné, Il souffrait aussi, je pense, au départ, il souffrait du manque de reconnaissance qu'il avait du milieu rock. Et puis après, il souffrait du manque de reconnaissance qu'il avait du public un peu plus large, puisqu'il faisait des disques plus compliqué, plus difficile à vendre. Il a toujours été un peu en porte-à-faux, mais comme d'autres gens, il y en a un autre sur lequel j'ai écrit, par exemple Nino Ferrer, c'était exactement pareil. Et quand il avait un succès, il le détruisait, et après il se plaignait qu'il n'avait pas assez de succès. Donc c'est des gens assez compliqués. Bombay, tiens, écoutez. Sous la tonnelle rôde le Japon, fidèle à ses traditions. Dans un dernier effort, l'empereur se soulève, donne à boire au dragon. On peut pas dire quand même, c'est quand même... Alors maintenant, on va entendre le tube des tubes, vous l'avez cité à l'instant. Là, c'est Victoire de la musique, Triomphe, un clip inoubliable, Osée Joséphine. Et là, il est le Bashung populaire ça va plus s'arrêter là à partir de là. Hein. Parce que là, il est parti à Memphis pour enregistrer, donc il réalise un rêve d'enfant, d'aller dans les studios, alors pas vraiment les studios d'Elvis, mais pas très loin. Et là, il enregistre un album avec des musiciens américains qui ont joué avec Dylan, qui ont joué avec tout le monde. Donc d'une certaine manière, voilà, il arrive un peu là, c'est vraiment presque pour lui l'aboutissement d'un rêve d'enfant. Et grâce à cette chanson, ça devient un énorme succès populaire. Le disque se vend, à ce moment-là, c'est des chiffres de vente absolument faramineux pour un disque qui n'est pas si évident que ça, parce qu'en dehors de ce titre-là et de quelques autres, il y a aussi quand même sur cet album Madame Rêve qui est un morceau totalement différent. Comme vous l'avez dit, oui, c'est à ce moment-là que le Bashung contemporain tel qu'on va le connaître prend sa racine. Ouais. Et ça va plus vraiment s'arrêter après. Ouais, alors l'écoute, c'est tellement un bonheur. Le grand Bashung. Juste faire réunir les chevaux du plaisir. Alors, tout est là, hein. Ça c'est incroyable parce que ce bouquin, je disais Christophe en studio avec Bashung,
plein de photos, chaque disque, les séances, tout est raconté, tout est vécu, c'est une aventure de la création. On est à côté de lui pratiquement dans chaque enregistrement. Ça me fait plaisir que vous disiez ça parce que moi j'y étais pas en studio, mais j'ai essayé d'interviewer le maximum de gens qui eux y étaient pour essayer de retranscrire vraiment de manière fidèle, le plus fidèlement possible, ce qui était le processus de création d'un artiste. Donc je me disais avant de commencer le livre comment il faisait pour faire ça, quoi. Et je cherchais la réponse, donc tant qu'à faire, je l'ai on va entendre La Nuit je mens, vous l'avez cité aussi. Alors c'est Jean Fock aussi qui est derrière. Après Boris Bergman, c'est la rencontre avec cet autre formidable talent de la chanson. Cette chanson-là, sur Fantaisie militaire, là encore un triomphe critique et triomphe public. Oui. Là, il a tout. Comme à peu près tous ces derniers albums, c'est-à-dire que alors ça va pas être le cas à chaque fois pour le public, parce que l'album L'Imprudence qui suit la Fantaisie militaire va pas être un gros succès, mais en revanche la critique va faire de Bachung une sorte de pharaon, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment il est absolument intouchable et grâce parfois à une conjonction de choses, un titre comme La Nuit je mens devient un énorme succès, un vrai tube, alors que c'est un morceau assez sophistiqué, pas évident du tout, qui n'était pas voué à être un tube. Mais voilà, il y a une sorte de magie, de grâce qui se passe en studio, et c'est ce que j'essaye de raconter, c'est qu'à un moment, il y a plein de choses qui se coagulent et qui font que voilà, un morceau comme ça devient quasiment un standard immédiat. On peut dire même immortel, écoutez ça. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. Là, on a encore un autre Bachung, on a un Bachung, comme ça, il y a une espèce de... Lyrique. Presque avec Léo voix. Ferré par moment. Ouais. Et alors, là, il faut le dire, à un moment donné, vous le rencontrez à plusieurs reprises, Oui, Christophe, c'est important. Un jour, il va présenter Bleu Pétrole, nouvel album, et là, l'attaché de presse vous dit qu'il est malade. Oui, j'allais au rendez-vous pour l'interview et l'attaché de presse que je connais bien m'appelle et me dit qu'il est malade. Moi, je pensais qu'il avait une grippe. Et elle me dit non, l'interview est maintenue. C'est pas que j'annule l'interview, c'est que simplement, je préfère prévenir les journalistes qu'Alain a un cancer, qu'il est en soins, donc il commence à avoir des stigmates de ça, que vous soyez pas surpris en le voyant. Bon, après, quand je l'ai vu, j'ai pas trouvé qu'il avait beaucoup changé, mais je le savais et quelque part, ça joue beaucoup dans le rapport qu'on peut avoir. Vous voulez après, tout dire, on va entendre un extrait. Bleu Pétrole, son ultime chef-d'œuvre. Il voulait tout dire au public, y compris continuer de chanter jusqu'au bout. Ah oui, alors ça, il a absolument tenu à, d'une certaine manière, à faire ce chemin de croix qu'on a vu, puisqu'on l'a vu changer physiquement de manière assez radicale, perdre du poids, perdre ses cheveux, arborer un grand chapeau et faire cette tournée qu'il a quasiment menée jusqu'à la fin, où il était parfois dans des états vraiment très douloureux en coulisses, mais lorsqu'il montait sur scène, tous les témoins l'ont dit, il était galvanisé par le fait de pouvoir chanter encore, de pouvoir être acclamé aussi, parce qu'il y avait quand même énormément de gens qui sont allés le voir avec cette douleur aussi de voir ce type dont on savait très bien finalement que le chemin final était très loin. Et malgré ça, il l'a fait et il a fait ses adieux, comme on le sait, aux Victoires de la musique, 3 semaines avant de mourir. C'est le Bachung, on entend sa voix là, qui donne tout au public depuis le début, depuis le premier jour, ce qui fait que c'est un immense artiste. Parce qu'au fond, il y a une urgence à créer, il y a une urgence à communiquer par la musique. Rien, même pas la maladie, ne peut arrêter. Exactement, et puis c'est quelqu'un, c'est vrai, qui a entretenu un rapport avec le public, alors à des échelles très différentes, parfois avec des salles immenses, parfois de manière plus confidentielle, mais qui a maintenu un lien et qui a toujours été un artiste de scène, qui a toujours fait de la scène. Alors il attendait toujours d'avoir 2 albums en magasin pour pouvoir faire de la scène, pour pouvoir avoir un répertoire nouveau, parce que ça aussi, ça fait partie à la grande différence de certains artistes de la génération un peu précédente, où les gens font des tours de chant, donc ils font toujours
leurs meilleures chansons et puis ils en rajoutent une ou deux nouvelles. Lui, il faisait toujours des spectacles où il chantait le dernier album. Et donc les gens allaient le voir en sachant que ça allait être différent de la fois d'avant. Ouais. Et ça, c'est assez remarquable, je trouve. Il a maintenu cette chose-là. Je pense que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de respect du public, y compris de l'intelligence du public. Et il se disait, si les gens viennent me voir, c'est pas pour entendre les 10 tubes qu'ils connaissent, c'est pour découvrir autre chose. Et il y a peu d'artistes qui ont fait ça. Ouais, et lui, il l'a fait jusqu'au bout. Écoutez, cette voix. On dirait qu'on s'est lié sur les lèvres et que l'on tient tous les deux sur un trapèze. C'est tellement émouvant d'entendre. Ça, c'est le Pétrole, l'ultime album. Ouais. Non, ouais, l'autodestruction, elle est là aussi quelque part, mais tout donné pour la musique. C'est vrai qu'il fumait énormément, il va mourir de ça. Il s'est pas ménagé, ça c'est certain. Après, je pense que le cancer, comme pour beaucoup de gens, l'a pris un peu par surprise et ne l'a pas lâché. Il n'y a pas eu de rémission pour lui, enfin très très peu. Et finalement, voilà, ce dernier album qu'il a fait avec Gaëtan Roussel a été l'album avec lequel il a pu aller sur scène, avec des chansons plus simples, plus ramassée que celle de l'album précédent, et pouvoir donner un concert finalement qui était un bon résumé de ce qu'aura été sa carrière, parce que ce disque avait des résonances un peu comme ça, de country, de folk, de choses qu'il avait beaucoup aimées, dans une version où il chantait vraiment, où il était presque interprète d'une certaine manière, plus que sur les précédents. Et bon, ça a donné ces très très beaux concerts qu'on a pu voir voilà, jusqu'à la fin. Je pense que c'était une cérémonie des adieux voilà, qu'il avait envie de mener jusqu'à son terme. Et on a eu la surprise incroyable après ça, 8 ou 9 ans après, de voir ressurgir un nouvel album qui s'appelait En Amont, avec des chansons qui avaient été mises de côté à l'époque avant Bleu Pétrole, et refaites par Edith Fambuena. Et ce disque, En Amont, est un disque magnifique que j'inclus, moi, dans la discographie de Bashung, parce qu'il le mérite vraiment. Alors, ça, c'est un autre truc. Ça c'est encore autre chose. C'est-à-dire, on continuera, ça s'appelle En studio avec Bashung 1980-1983, avec donc des versions inédites de cette époque. Mais ça veut dire que ça va continuer, Bashung est éternel, comme Gainsbourg, comme tout ce qu'il a aimé aujourd'hui. À un moment, on va épuiser le stock. Hein, mais il va rester dans la mémoire, son œuvre. Moi, je pense qu'il va rester. Je pense que ça fait partie des artistes, même à la limite, qu'on va redécouvrir de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a des artistes aussi en France, aujourd'hui, qu'on considère comme des monuments, mais à l'époque, on les a un peu pas négligés, mais on connaissait moins la profondeur de leur travail, et je pense qu'avec le temps, avec les rééditions, avec tout le travail qu'on peut faire éditorial autour de ces gens, on les découvre autrement, et je pense que beaucoup de gens ont encore beaucoup à découvrir d'Alain Bashung, c'est sûr. Allez, merci Christophe, on va aller en studio avec Bashung grâce à ce bouquin, Position Segers. On est vraiment à côté de lui parce qu'il y a tout est décrit, les enregistrements, l'intimité de la création, on dissèque tout ça, comment on en est arrivé à cette œuvre bouleversante et qui demeure. On se quitte évidemment avec les vertiges de l'amour. Merci beaucoup Christophe. Merci à vous. Mes circuits sont niqués, puis y a un truc qui fait masse.